Économie de Max sur i24 News. Soyez les bienvenus. Voici les titres de cette édition. Traiter 800 tonnes de déchets par jour, tel est l'objectif de la ville de New York qui en est déjà à un rythme de 300 tonnes quotidiennes. La plus grande ville des États-Unis serait-elle devenue soudain un exemple en matière d'écologie? Vous verrez que derrière cette nouvelle tendance se cachent des intérêts économiques majeurs. Et puis nous partirons aujourd'hui en Amérique latine. Le canal de Panama fait l'objet d'un conflit d'intérêts autour de son agrandissement. Les travaux prennent du retard et le temps presse pour les autorités locales qui souhaitent renforcer ce point de passage stratégique pour le commerce international. Le point dans quelques instants. Voilà pour le sommaire, merci d'être avec nous. Avant d'y revenir, l'essentiel de l'actualité économique du jour. Et d'abord, cette spirale infernale dans laquelle semble s'être enfermé le Japon. Nouveau record pour le déficit commercial du pays qui a atteint en 2013 82 milliards d'euros, plus 65% en un an. On peut parler d'une véritable explosion, d'autant que le score de 2012 constituait déjà un record. Alors deux raisons à ce résultat. D'abord, la dépréciation volontaire du yen qui a perdu 21% de sa valeur l'an dernier face au dollar. Et puis en conséquence, la facture énergétique qui ne cesse d'augmenter. N'oublions pas que le Japon sort d'une triple catastrophe, séisme, tsunami et accident nucléaire il y a 3 ans. Et depuis, les centrales nucléaires sont fermées. Du coup, le Japon importe son énergie au prix fort, puisque ses achats se font en dollars. Et nul doute que ces chiffres du commerce extérieur japonais affectent les places financières asiatiques, d'autant que Tokyo était habitué autrefois aux excédents commerciaux. Ce matin à la clôture, le Nikkei chutait de 2,51%, moins 2,1% pour la bourse de Hong Kong. Dans la foulée des contre-performances de Wall Street en fin de semaine dernière, les marchés redoutent un nouveau durcissement de la politique monétaire de la Fed aux États-Unis qui pourrait accélérer les fuites de capitaux des pays émergents. Et puis la Chine inquiète elle aussi au niveau de sa production industrielle, mais aussi de sa finance de l'ombre. L'Europe est rien de très rassurant à l'aube des tests de résistance que doit pratiquer la BCE aux banques européennes. Selon l'OCDE, il manque à ces banques européennes environ 84 milliards d'euros en fonds propres pour faire face à d'éventuels chocs financiers. Une insuffisance qui pousse les autorités de régulation à faire pression sur ces banques pour qu'elles renforcent leurs capitaux propres. Et parmi les plus gros déficits en capitaux, la Deutsche Bank, 19 milliards d'euros. Et puis le Crédit Agricole qui affiche le besoin le plus élevé à hauteur de 31,5 milliards d'euros. Du high-tech avec 7P des braves à l'horizon entre Samsung et Google. Samsung, le géant sud-coréen, a annoncé ce matin la signature d'un accord avec son rival technologique américain. Il porte sur un échange de licences pendant 10 ans pour épargner à Samsung de nouvelles disputes juridiques coûteuses autour des brevets. L'accord couvre tous les brevets existants des deux firmes, plus ceux qui seront déposés au cours des 10 prochaines années. Il ne concerne toutefois pas le transfert de propriété de ces brevets. Enfin, un mot de l'ouverture en France des négociations autour du pacte de responsabilité en direction des entreprises voulu par le président François Hollande. Le Premier ministre Jean-Marc Ayrault a reçu ce matin à Matignon les syndicats pour discuter des modalités d'application du pacte. Des syndicats pessimistes et parmi eux FO. On écoute son secrétaire général Jean-Claude Mailly. On a également abordé les 50 milliards sur les 3 ans à venir de réduction des dépenses publiques et sociales. Je ne vois toujours pas comment on va arriver à 50 milliards d'euros sans remettre en cause du service public ou à un moment donné sans remettre en cause des prestations sociales. On est dans une logique économique libérale et à partir de là, le président de la République a tendance à écouter assez sérieusement au moins le président du MEDEF, c'est évident. On part maintenant à la découverte de ce qui est sans doute le plus grand complexe de tri d'ordures au monde. Donner une seconde vie aux matériaux que nous utilisons au quotidien est devenu un vrai marché. L'industrie du recyclage génère un volume d'affaires de 160 milliards de dollars par an dans le monde et emploie environ 1,5 million de personnes. Et on peut le dire, New York fait figure aujourd'hui de modèle en la matière. Regardez. Papier, verre, plastique, métaux. 272 tonnes de déchets sont recyclés ici chaque jour. Un complexe de près de 44 000 mètres carrés. C'est le plus grand système de tri de ce type au monde à ma connaissance, du moins certainement aux États-Unis. Jusqu'ici, New York n'avait aucun centre de tri. La ville ne fait donc que rattraper son retard en matière de recyclage. Et en s'installant juste en face de Manhattan, la société n'a rien laissé au hasard. Elle a fait appel à un cabinet d'architectes réputé pour ses constructions chics et minimalistes.
C'est un emplacement très en vue, sur le front de mer à Brooklyn. Et donc nous sentions que nous devions faire quelques dépenses supplémentaires pour l'esthétique. Et puis nous voulions aussi élever la mission, élever l'activité aux yeux du public. Nous voulions réellement attirer l'attention sur le recyclage. Coût total de l'investissement, 110 millions de dollars. Mais le centre de tri ne va pas seulement améliorer la qualité de l'air et de l'eau, les retombées seront aussi économiques. Il est clair qu'il y a un marché pour les matières que nous avons l'habitude de simplement rejeter dans les décharges ou les incinérateurs. Et l'économie a changé considérablement. Pourquoi jeter quelque chose quand les gens sont enclins à prendre ces produits et à fabriquer avec une nouvelle marchandise? Un marché juteux. Un cube d'aluminium comme celui-ci d'environ 680 kg se revend plus de 1 000 $. D'ici 6 mois, l'usine pourra traiter l'intégralité des ordures ménagères de la ville, soit près de 800 tonnes de déchets par jour. Alors, en matière de tri de déchets, il n'y a pas que les États-Unis qui s'illustrent. En France, le marché de la collecte et du traitement pèse autour de 12 milliards d'euros aujourd'hui. Environ 2000 entreprises se partagent le secteur. Et nous sommes en ligne avec Estelle Réveillard, membre de la Fédération des entreprises du recyclage. Merci d'être avec nous. Bienvenue. Bonjour monsieur, merci. Alors d'abord, à l'origine, on imagine que cette industrie du recyclage, elle poursuit un idéal écologique. Est-ce que les impératifs économiques sont venus finalement naturellement et aujourd'hui c'est un marché comme les autres ? Alors je dirais quand même que c'est un tout petit peu le contraire. Finalement, les entreprises du recyclage existent depuis la nuit des temps. Enfin, le recyclage est l'un des plus vieux métiers du monde, dirons-nous. Et c'est vrai que c'est un marché qui s'est structuré au fil des années. On est passé du métier de chiffonnier, et donc du métier de chiffonnier au traitement des plastiques par exemple. Donc en fait ce sont des métiers qui évoluent au fil des temps et au fil des modes de consommation des différentes populations. Donc chez nous en France, alors qu'on traitait les peaux de lapin il y a quelques temps, aujourd'hui on trie les textiles alors qu'on... Ouais, donc pas de quoi s'inquiéter. Pas de quoi s'étonner de l'ampleur de ce marché aujourd'hui. Et est-ce qu'aujourd'hui on est déjà, selon vous, dans une vraie logique de marché mondialisé ? Est-ce qu'il y a des pays avec lesquels vous êtes en concurrence aujourd'hui ? Oui, on est dans une logique de marché mondialisé, oui c'est sûr. C'est parce que le monde est comme ça qu'on est dans une logique de marché mondialisé. Et en effet, certaines de nos matières peuvent être exportées en Turquie ou dans d'autres contrées plus lointaines. Mais c'est vrai que l'une des priorités du recyclage en France et des métiers des recycleurs en France, c'est quand même de gérer nos matières et de les traiter donc à proximité, puisque les gisements sont forcément à proximité, et de les requalifier, de les redistribuer dans un périmètre plutôt limité. En fait, on exporte lorsqu'on n'a plus la possibilité de vendre nos matières aux industries consommatrices de proximité. Alors justement, est-ce qu'on peut distinguer des spécialisations suivant les régions du globe, carton, plastique, métaux, verre ? Les métaux, par exemple, c'est vrai que ce sont des matériaux ce sont des matières qui sont faciles à exporter, qui s'exportent parce qu'il y a des besoins quand même assez importants, notamment en Asie ou vers la Turquie. Pour le verre, on est sur un marché plutôt assez local parce que finalement le verre se recycle à 100% quasiment et on réinjecte une matière sur un territoire où le verre existait déjà, tandis que pour les plastiques, on est sur un marché qui est quand même assez fortement mondialisé. Ouais, avec beaucoup de concurrence. Alors quand on regarde les statistiques, on constate un léger ralentissement de la croissance, de la production, 44 millions de tonnes par an aujourd'hui quand même. Est-ce qu'on assiste à une saturation ou bien est-ce que le potentiel de développement reste élevé aujourd'hui ? Alors oui, on assiste surtout à une crise économique, et même si les industries de recyclage sont des industries qui se portent plutôt pas mal, malgré tout la crise économique est là, et donc finalement les déchets étaient, il y avait moins de déchets simplement, donc moins de matière à recycler. Mais ça suit la courbe de la croissance, non ? Voilà, simplement les industries du recyclage et les professionnels vont de plus en plus loin dans le recyclage des matières qu'elles collectent, pour rechercher un taux de pureté de plus en plus fort et donc offrir des matières qui correspondent à des normes de plus en plus drastiques en termes de qualité. Alors pour revenir à la France, est-ce qu'aujourd'hui le recyclage en France c'est du domaine du privé essentiellement ? Quel rôle conserve l'État ? Est-ce que ça consiste en des subventions ou bien c'est seulement de l'ordre de la réglementation ?
aujourd'hui? Alors, les industries de recyclage sont fortement impactées par les réglementations, notamment environnementales, justement pour répondre à des critères de qualité de plus en plus élevés. Oui. Merci Estelle Réveillard pour toutes ces explications. Allez, notre second dossier à présent, obsolète, étroit, saturé. Le canal de Panama fête cette année son centenaire. 77 km de voies maritimes qui raccourcissent de moitié le trajet entre Atlantique et Pacifique. 5% du commerce maritime mondial y transite, 14 000 navires par an, 200 millions de tonnes de cargaison. Un chantier gigantesque est en cours pour agrandir ce canal et doubler sa capacité. Mais entre l'autorité qui gère le canal et le consortium international chargé des travaux, eh bien rien ne va plus aujourd'hui. Anthony Nesme. Jusqu'où ira le bras de fer? Depuis plus d'un mois, le canal de Panama est le théâtre d'une bataille opposant les autorités locales et un consortium d'entreprises européennes. Elles sont chargées d'agrandir le précieux lieu de passage et ont menacé fin décembre de suspendre leurs travaux tant qu'une rallonge financière d'1,6 milliard de dollars ne leur a pas été versée. Raison invoquée, faire face aux surcoûts dus à des problèmes géologiques imprévus sur le chantier. Pour l'heure, les travaux continuent, même s'ils ont diminué d'intensité. Les travaux se poursuivent. Jusqu'à présent, il n'y a pas eu de suspension de la construction. Le consortium UPC vient de nous envoyer une lettre disant qu'ils prolongeront l'ultimatum jusqu'au 31 janvier. Pour le moment, il est toujours en vigueur. Ces travaux pharaoniques, d'un montant total de 5,2 milliards de dollars, ont commencé en 2009 et devaient initialement se terminer en 2014, date du centenaire du canal. Des experts indépendants estiment que le chantier pourrait durer jusqu'à 2018, voire 2020. Impossible selon le président du Panama, qui fixe l'échéance maximale à 2015. Nous allons terminer notre canal de Panama, que la communauté maritime internationale et le monde n'aient pas de doute. Le Panama terminera le canal, quoi qu'il arrive. Ce canal sera élargi. Pour l'heure, la situation se complique. La Commission européenne a proposé une médiation, refusée par les autorités locales. Les enjeux sont pourtant de taille, puisque 5% du commerce maritime mondial transite par Panama. À terme, l'ouvrage devrait permettre le passage de navires transportant jusqu'à 12 000 conteneurs, soit plus du double de la charge actuellement autorisée. Voilà les travaux qui se poursuivent aux dernières nouvelles malgré les menaces de suspension. Et c'est l'heure maintenant de la revue de presse avec Marie Semelin. Devrons-nous bientôt justifier auprès de notre banque nos retraits d'argent en espèces? Alors on peut le comprendre dans certains cas, sauf qu'au Royaume-Uni, eh bien, il se passe des choses étranges. Bonjour Marie-Selmin. Bonjour. Alors c'est nouveau, HSBC demande à ses clients un justificatif de retrait. Oui, ça a été la mauvaise surprise. Ça a été la mauvaise surprise de certains clients qui ont voulu effectuer des retraits importants d'argent, entre 5 et 10 000 pounds. Ça fait à peu près entre 6 et 12 000 euros. Et en fait, quand ils sont arrivés au guichet pour effectuer leur retrait, la banque leur a demandé de prouver, d'expliquer pourquoi ils allaient utiliser cet argent. Et quand la banque a considéré que c'était pas assez bien justifié, eh bien le retrait a été refusé. Et vous avez un exemple assez cocasse. Alors la BBC a recueilli plusieurs témoignages. Par exemple, cet homme qui voulait retirer 8 000 euros pour rembourser un emprunt qu'il avait fait à sa mère. Son conseiller financier était d'accord, mais lorsqu'il arrive au guichet, eh bien la banque lui demande de fournir une lettre de l'intéressé, à savoir sa mère, pour prouver que c'est bien comme ça qu'il va utiliser l'argent. Évidemment, le client était absolument furieux. Il s'est plaint à la banque et pour certaines personnes, c'est une pratique assez infantilisante. C'est le cas de Douglas Carwell qui dit que dans ce cas-là, alors notre argent devient de l'argent de poche et la banque devient nos parents. Tout simplement. Alors on imagine que du côté d'HSBC, on est plutôt sur la défensive actuellement. Oui, en fait, eux, ce qu'ils ont avancé, c'est que c'était une démarche qui visait à protéger les clients de la fraude financière, mais évidemment, devant le tollé que ça a provoqué, ils ont dû faire marche arrière et maintenant, vous n'avez plus besoin de lettres pour retirer de l'argent. Ouf. Alors on a beaucoup parlé, Marie, la semaine dernière des inégalités, c'était l'un des principaux thèmes de la conférence de Davos. Et pour aborder le problème, eh bien, certains ont des idées assez curieuses à première vue. Alors c'est une initiative qui se passe en Afrique du Sud qui va en choquer plus d'un et c'est le magazine Néon qui nous en parle. C'est un hôtel de luxe en fait, Emoya Estate, qui a fabriqué un faux bidonville, un faux village bidonville pour que les riches puissent vivre comme dans un township. Alors on imagine que ça se situe quand même à distance respectable des vrais bidonvilles. Alors c'est à Bloemfontein en fait, dans le cœur historique du pays afrikaner et c'est dans la résidence hôtelière qui est une réserve naturelle privée de presque 300 hectares et en fait pour 60 € la
la nuit, vous pouvez dormir dans une petite baraque en tôle en vous éclairant à la bougie ou à la lampe à pétrole pour vivre, entre guillemets, la vie de millions de Sud-Africains. Ouais, c'est original. Alors comment, est-ce qu'il y a de l'électricité, au moins de l'eau courante, le minimum quand même pour ces riches? Alors effectivement, l'expérience de l'extrême pauvreté a ses limites parce qu'il y a quand même le chauffage au sol et la connexion Wi-Fi. Ouf. On le sait, alors en Afrique du Sud, les écarts entre très riches et très pauvres sont gigantesques et un quart de la population gagne moins de 105 € par mois. Donc si vous passez 2 nuits dans cet hôtel, vous êtes déjà au-dessus de ce salaire mensuel et ça ne va pas en s'améliorant parce que ces 10 dernières années en Afrique du Sud, le nombre de personnes qui vivent sous le seuil de l'extrême pauvreté a doublé et les Nations Unies annoncent pour 2030 que 2 milliards d'êtres humains vivront dans les bidonvilles. Et des vrais bidonvilles cette fois, hein. Rien de très rassurant. Merci Marie et à demain. Merci. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Économie Le Mag revient demain sur i24 News avec la Turquie qui inquiète les investisseurs. Et puis un gros plan aussi sur le Ternium de Haïfa. Restez avec nous, l'info continue.